donc peut-être essayer de faire au plus court. Je sais que c'est toujours difficile. On a 1 heure et demie. Si on doit séquencer le temps, je serai un censeur et je serai intransigeant. Donc, au niveau de vos présentations, peut-être 5 minutes. Peut-être dans un premier temps, si vous en disposez, essayez de donner un maximum d'outils afin d'éclairer la situation et notamment des données chiffrées si vous en disposez. Dernier aspect, Bruno, qui est là pour la SACEM, nous donnera aussi sa lecture dont il dispose sur plutôt l'aspect culturel et d'activité des établissements nocturnes et plus globalement aussi côté musicien. Ça vous va? Plus de questions? On peut basculer? Denis, juste une petite chose. On s'est eu tout à l'heure au téléphone. Tu parlais d'interactivité entre nous, entre les différents intervenants pour garder le public un peu en dynamique. Comment tu vois les choses là, en termes de passation de parole entre nous là? C'est-à-dire qu'on peut se passer la main, comment tu veux faire? Non, c'est moi qui vous passe la main, Jérôme. Je suis un censeur, je maîtrise tout. Il est hors de question que ça puisse partir en live. Non, mais en effet, je pense qu'il faut qu'on soit souple. On est sur du webinaire. J'essaierai de rendre la chose la plus active. Et puis, si vous avez une question ou une réaction un peu spontanée à avoir, n'hésitez pas, sans trop en abuser, afin que ça ne finisse pas la cacophonie, en fait. Mais Nathan, qui est derrière cette petite étiquette modérateur, a la main sur les micros, et si c'est trop cacophonique, il éteindra les micros. Mais voilà, il faut que ça soit actif, ça doit être vivant, et donc il ne doit pas y avoir de frustration par rapport à ça. Ça te va comme élément de réponse, Jérôme? Oui, parfait. Ouais. On lève le doigt, simplement. C'est ça. Voilà. Comme à l'école. Je n'osais le dire, comme à l'école. On est prêt à lancer le live. On y va, Nathan, on va sur le live, tu nous balances. Ok, dans quelques secondes. C'est parti. C'est bon, c'est lancé. Oui. Bien, bonsoir. Nous nous retrouvons dans ce débat qui va porter sur l'économie dans le cadre des États généraux du droit à la fête. États généraux qui organisent une 50aine de débats avec à la fois des organisations, mais aussi des élus, des municipalités, députés, et donc l'ambition et des citoyens, essentiellement aussi, et je l'ai oublié, je m'en excuse. L'ambition de ces États généraux étant de produire très rapidement derrière un livre blanc qui proposera des préconisations, un livre blanc qui sera remis très officiellement au président de l'Assemblée nationale ainsi qu'à la présidente de France Urbaine et aux maires des grandes villes, aux maires tout simplement et élus de nos territoires. Nous rentrons tout de suite dans le vif du sujet puisque nous avons 1 heure et demie et le sujet est vaste et complexe aujourd'hui. La question qui se pose et qui est on ne peut plus d'actualité suite aux propos notamment du président de la République il y a 48 heures. La Covid est-elle la fossoyeuse de la vie nocturne? Est-ce que, en matière économique, les acteurs de la vie nocturne vont pouvoir se relever en fait de cette crise Covid? Est-ce que tout simplement la vie nocturne va pouvoir retrouver toutes les paillettes qu'elle pouvait avoir précédemment cette crise, ou est-ce qu'elle est mise à mal définitivement, et surtout quelles propositions on va pouvoir avoir collectivement sur la vie nocturne, puisque l'ambition quand même de ces États généraux étant d'être force de proposition de manière collective, à la fois dans nos participants et les acteurs compose la vie nocturne, mais aussi avec la puissance publique. Pour ce faire, nous avons ce soir à la fois une universitaire, Marie-Avril Berthet, je la salue et je vous remercie de participer, qui nous dressera un peu un portrait des enjeux économiques liés à la vie nocturne selon elle. Ensuite, nous aurons des représentants des organisations professionnelles et des syndicats. Alors, pour l'UMI, Laurent Lutz et Thierry Fontaine. Pour le GNI, Christian Jouni,
Jean Guibert et Marcel Bénézet, pour Brasseurs de France, Maxime Costilliès, pour la Fédération nationale des boissons, Fédération des anthropositaires, Fabrice Chiffon. Et enfin, Bruno Ratz pour la SACEM, sur le pendant artistique de ces lieux, qui sont facilitateurs d'émergence et on ne peut plus découvreurs d'artistes. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Marie-Avril, quelle est votre lecture en la matière, vous qui êtes, au-delà d'être universitaire, activiste de la vie nocturne? Je vous laisse la parole pour 10 minutes pour vous dresser un petit peu votre lecture autour des enjeux liés à la vie nocturne. À vous, Marie. Merci beaucoup. Ouais, bonsoir Denis, bonsoir à tous. Merci pour cette invitation. Donc, je vais brièvement me présenter et puis ensuite j'ai un petit PowerPoint sur lequel j'ai mis quelques idées que j'essaierai de vous présenter le plus rapidement possible. Donc oui, je suis chercheuse. Je suis rentrée dans le monde de la vie nocturne en tant que DJ organisatrice de soirées. Je suis originaire de Genève, en Suisse, donc vous excuserez les 90 et autres suisseries. Voilà, ça fait toujours beaucoup rire les Français. Et puis, j'ai navigué dans la vie nocturne, travaillé pour des festivals, etc. J'ai fait un master, en fait, en géographie sur le droit à la fête. Donc, c'est drôle de se retrouver ici aussi ce soir, 25 ans plus tard, presque. Suite à quoi, j'avais reçu une commission de la municipalité de la ville de Genève pour faire un grand état des lieux de la vie nocturne à Genève, donc une première recherche que j'avais faite. Et puis, de fil en aiguille, je fais maintenant un doctorat spécifiquement sur les mouvements de résistance qu'il y a eu à Genève autour de la fermeture de certains lieux nocturnes. Et ce doctorat m'a conduit à Leeds, au Royaume-Uni, parce que mon directeur de thèse a lui-même écrit un livre sur les paysages nocturnes. Alors, comme ça, vous avez le pédigré complet. Donc, je vais juste partager mon écran, comme ça, vous voyez le PowerPoint. Que voici. Voilà. Peut-être en introduction aussi, m'excuser d'avance, ma présentation elle est très axée sur les lieux de nuit, mais c'est vrai que c'est comme ça que en fait, je regarde la vie nocturne. Et je sais qu'il y a une plus grande diversité d'acteurs qui sont présents dans le débat ce soir et qui ont un rôle très important en fait, à jouer dans l'économie de la nuit. Donc, j'ai organisé cette présentation courte, comme je l'ai dit, en 3 axes qui sont les axes selon lesquels on essaye de réfléchir ce soir, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire maintenant en tant qu'acteur de la nuit, à moyen terme, les possibles réouvertures, bien que d'après ce que j'ai vu en France aujourd'hui, au Royaume-Uni hier, en Suisse la semaine passée, ces réouvertures, elles sont un peu présentées comme des réouvertures, mais en réalité, ça ne concerne pas vraiment les lieux nocturnes. Et puis les prochaines vagues, et puis surtout à long terme, comment rebondir, et puis quelles sont les perspectives de changement structurel. Alors, j'aime pas du tout être l'académicienne qui utilise des mots compliqués. Des fois, les mots compliqués se justifient, mais s'il y a des mots trop compliqués, il faut m'arrêter. Aussi, c'est juste que la vie nocturne, inévitablement, elle va changer dans la manière dont elle fonctionne. C'est ça que j'appelle les changements structurels. Et puis, j'ai essayé de donner dans la présentation des idées générales, mais aussi des exemples d'expériences pratiques. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce que je vois, moi, de nouveau au Royaume-Uni, en Suisse, qui sont les deux pays dans lesquels j'ai le plus de présence et le plus de connaissances et le plus de connexion aussi avec la vie nocturne, mais ailleurs aussi, c'est que pour l'instant, l'urgence première, c'est de ne pas mourir. Quand même, les lieux, ils sont clairement en train de fermer. Les business sont en train de fermer. Il y a tout le monde qui met les clés sous la porte. Ça, c'est une réalité. Et on a très peu de perspectives de quand est-ce que ça pourrait s'arrêter. Alors, je crois, en tout cas en ce qui concerne la France, le Royaume-Uni, la Suisse, les aides à l'emploi, elles n'étaient pas trop mal articulées, elles ont été relativement généreuses. Donc, c'est vrai que pour la plupart des employeurs, petits ou grands, on peut compter là-dessus. Mais il se trouve que les lieux nocturnes, en général, c'est aussi des business models qui reposent sur des frais fixes qui sont assez lourds. Et ça, notamment, ça concerne les loyers. Il y a des discothèques qui ont des loyers de plusieurs dizaines de milliers de francs, euros, pounds.
Alors, il y a eu plusieurs solutions qui se sont dégagées déjà. Il y a eu des négociations avec les propriétaires. Les gouvernements européens, en tout cas, ont été plus ou moins proactifs là-dedans. Il faut savoir qu'en Suisse, ils ont carrément dit qu'ils voulaient pas, que l'État ne voulait pas faire ingérence là-dedans, mais qu'il y avait un encouragement fort à dire aux propriétaires, un locataire qui met la clé sous la porte, ce n'est pas à votre avantage. En plus, avoir des locaux commerciaux pendant le Covid et après le Covid, ça ne va pas être facile. Donc, quelque part, vous avez quand même plutôt intérêt à vous arranger avec vos locataires et puis à peut-être offrir des baisses de loyer ou des arriérés de loyer ou au Royaume-Uni, ils ont carrément parlé de mortgage holidays ou de rent holidays, donc de vacances de loyer. Et puis, il y a les aides publiques. Je le mentionne parce que, par exemple, à Genève, il y a eu la campagne À bout de souffle. Donc, vous voyez l'image sur la slide, qui a été lancée par le Grand Conseil de la Nuit, qui est une organisation qui regroupe les lieux nocturnes genevois, dont je suis la cofondatrice aussi. Et puis, ça a été la première fois qu'il y a eu en Suisse une aide qui a été directement allouée aux lieux de nuit et qui a aussi inclus les loyers. C'est-à-dire que quand on reçoit de l'argent public, quand même, on est très surveillé et on ne peut pas dépenser cet argent comme on l'entend. Donc, par exemple, les aides à la culture, on peut rarement les utiliser pour payer un loyer. Donc, c'est paradoxal qu'on puisse continuer à payer des artistes, mais qu'on ne puisse pas payer un loyer. Et là, ils ont réussi à sortir victorieux de cette négociation avec l'État de Genève qui leur a permis de payer leur loyer. Donc ça, c'était vraiment un immense bol d'air. Il y a des aides à la culture, et ça, je le mentionne parce que moi, c'est quelque chose que je savais, et vous, en tant qu'acteur de la nuit, certainement aussi, mais il y a énormément de lieux qui produisent de la culture, de lieux nocturnes, mais qui ne sont pas directement sur la carte de ce qu'on appelle les lieux culturels. Donc, dès qu'on a des concerts, dès qu'on a des performances, dès qu'on a des DJ, on devrait, en tout cas, pouvoir avoir accès à des aides à la culture. Et si ce n'est pas des aides nationales, ça peut être des aides locales. La dernière chose que je voulais dire par rapport au maintenant, c'était maintenir la visibilité. Un des immenses problèmes qu'il y a partout, c'est aussi que les lieux nocturnes sont devenus, avec la fermeture, complètement invisibles. Là, j'ai mis un exemple de la campagne qui a eu lieu au Royaume-Uni qui s'appelle Cancel the Curfew, donc lever le couvre-feu, où les restaurateurs ont été déversés toute la glace qu'ils n'avaient pas réussi à écouler en fait devant les municipalités. Donc là, ils ont carrément écrit Cancel the Curfew avec des glaçons. Il y a eu plusieurs initiatives comme ça. Il y avait aussi We Make Events où ils ont placardé. Au Royaume-Uni, il y a encore les colonnes Maurice, donc ils ont placardé sur toutes les colonnes Maurice des affiches rouges où c'était juste marqué We Make Events, et ils ont illuminé en rouge tous les business, donc brasserie, café, lieu de spectacle, tous les business qui faisaient partie du réseau de la création événementielle pour les rendre visibles dans la nuit, pendant une nuit. Donc ça a vraiment occupé l'espace visuel comme ça pour montrer à quel point il y a une économie qui est en train de s'éteindre en fait et loin des yeux, loin du cœur, sans pratiquement de soutien. C'est hyper important aussi de se rendre visible avec des rapports. Là, au Royaume-Uni, il n'y avait pas vraiment d'aide spécifique pour la vie nocturne jusqu'à ce que l'association qui s'appelle Nighttime Economy Association, donc l'association des lieux qui font partie de l'économie nocturne, ont publié un rapport qui avait été commandé en urgence à des académiciens que je connais, qui a démontré que l'économie de la nuit, c'est 6% du PIB au Royaume-Uni. Donc 6% du produit intérieur brut. Donc ça calme hein. Quand même. Tout d'un coup, le gouvernement s'est dit « Ah oui, ok, c'est pas juste des gens qui font la fête et qui se passent le Covid, il y a toute une économie derrière. » Ok, à moyen terme, réouverture et possible prochaine vague, parce que c'est quand même quelque chose, il faut être un peu réaliste avec ça. J'ai participé à une discussion à peu près similaire en juin, où il y avait plusieurs acteurs, tenanciers de bars, de clubs, qui disaient « Ouais, bon, moi, de toute manière, les événements sur Internet, ça ne m'intéresse pas, puis je ne suis pas promoteur d'événements Internet. »
Je pense que la posture de « je vais attendre de voir quand ça passe et je recommencerai à faire ce que je faisais avant », c'est pas quelque chose qui est possible. Maintenant, on voit bien que c'est une crise qui est là pour durer, donc il faut être créatif et il faut savoir rebondir. Ça, c'est la réalité. Quand je dis repenser le business model, moi j'ai vu, le monde de la nuit, c'est quand même un monde dans lequel il y a une richesse incroyable en termes de ressources, de connaissances, de savoir-faire. Donc j'ai vu des clubs qui se transforment en workshop pour réparer son vélo, ou en workshop pour réparer sa sono, parce qu'il y a des ingénieurs du son au chômage qui savent réparer des enceintes, ou des workshops pour apprendre à fabriquer un sound system. Là, j'ai mis l'exemple de Escape to Freight Island, qui était un club avant à Manchester, qui est entièrement en extérieur maintenant. Ils ont fait venir une vingtaine de food trucks, donc des camions qui servent de la nourriture. Ils ont eu le droit d'avoir une licence pour avoir un DJ certaines soirées, à condition de servir à manger. Donc voilà, il faut y aller, quoi. Il faut être créatif. Si on arrive à faire des trucs dehors à Manchester, je vous garantis qu'on arrive à faire des trucs dehors n'importe où dans le monde, quoi. C'est la ville où il pleut le plus souvent, qui a le plus de nombre de jours de pluie par année d'Europe, je crois, quelque chose comme ça. Repenser la programmation, ben, ça fait partie de repenser ce business model, et puis expérimenter avec l'espace qu'on a à disposition et la créativité dans tous les formats. Il faut faire des choses dehors. Maintenant, on a quand même vraiment des preuves scientifiques assez solides qui montrent que les contaminations en extérieur, elles sont possibles, mais elles sont quasiment nulles. Donc, je sais qu'il y a eu toute une série de paniques morales à Paris avec des fêtes en extérieur, etc., etc. Il faut quand même respecter les protocoles sanitaires et la distanciation sociale, mais faire des choses dehors, quand même, globalement, on se protège pas mal. Peut-être quelque chose qu'il faut que je mentionne en termes de créativité, de repenser la programmation. Moi, je pense que quand même, dans l'immédiat, c'est vraiment hyper important de faire des choses en ligne, quoi. Je vois que les lieux nocturnes qui gardent une présence et qui continuent de fonctionner, c'est les lieux qui font des streamings, qui font des concerts live. Les artistes, ils sont déjà sur le coup, hein. Eux-mêmes, ils le font, les concerts live, les streamings, etc. Et puis, pas que des DJ de salon, des artistes de renom. Maintenant, il commence à y avoir des petites applications, des systèmes comme Ko-fi, K-O-F-I, où on peut acheter une boisson au DJ, acheter des bons pour le bar qu'on ira consommer dans 6 mois quand ça aura réouvert, ce genre de choses. Donc, il faut quand même vraiment maintenir la présence en ligne et puis continuer à faire des choses. Ça, c'est hyper important selon moi. Et puis, la dernière chose, c'est d'assurer que les protocoles y soient co-construits. Ça veut dire que moi, j'ai l'impression, et de plus en plus, ça devient une certitude, que les protocoles sanitaires autour de la vie nocturne et autour des lieux d'hospitalité en règle générale, que ce soit les hôtels, que ce soit les bars, que ce soit les restaurants, ils sont vraiment construits sur une image de la nuit qui n'est pas forcément juste, et surtout, ils sont construits sans les professionnels. Donc voilà, il faut avoir un pied dans la porte pour être consulté, en fait, pour pas qu'on nous impose des choses soit qui font aucun sens, comme le couvre-feu, mais ça c'est quelque chose dont on peut reparler après, soit qui sont impossibles à mettre en place. Voilà, et puis le long terme, je pense que c'est quand même vraiment important d'en parler. Là, c'est une image de Glastonbury en 2019. Moi, j'aimerais pas être Glastonbury, hein. Personnellement, c'est un des plus gros festivals au Royaume-Uni, mais il y a d'autres gros festivals en Europe, évidemment. Ça, je pense que c'est vraiment un modèle auquel le Covid aura un peu mis un coup de grâce. Peut-être que je me tromperai, mais j'en doute. La première chose, c'est qu'il faudra réinvestir la nuit. Et puis réinvestir la nuit, ça ne va pas se faire seulement avec les acteurs qui font la nuit, mais aussi avec ceux qui y vivent. Les quelques noctambules avec qui je suis encore en contact, ils me laissent présager du fait que quand même, il y a une grande partie des gens qui veulent continuer à faire la fête et qui attendent que ça, mais il y a aussi une grande partie des gens qui sont très nerveux de ressortir et de se retrouver dans des lieux publics maintenant. Donc ça va être un travail collectif de se remettre à investir la nuit.
Je pense que maintenant, il y a du temps aussi, parce qu'on est tous coincés chez nous. Donc, c'est hyper important de s'organiser à parler d'une seule voix, pour parler d'une seule voix. Et ça, des événements comme ce soir, ça travaille dans ce sens-là. Les acteurs désunis de la vie nocturne, les acteurs de la vie nocturne, on les entend déjà pas beaucoup. Mais quand ils sont désunis, c'est vite fait de leur dire qu'ils sont là seulement pour défendre leur business, etc. Donc, être unis, c'est vraiment complètement crucial, et les quelques réussites dont j'ai entendu parler, elles sont passées par l'unité et par une voix unique. Et puis, il va quand même falloir se débarrasser d'un vieux modèle. On sait maintenant que il n'y a plus d'avions, ça c'est clair. Moi, ayant travaillé dans les festivals, j'ai déjà été chercher les musiciens à l'aéroport, etc. Ça, je pense que c'est quelque chose, ça va avoir de la peine à repartir si ça repart. Donc, c'est clair qu'il faut imaginer une vie nocturne qui va être plus dans l'air du temps et qui va être plus durable, qui va plus être basée peut-être sur des stars internationales et des tickets à 100 €, mais qui va fonctionner autrement. On voit déjà des lieux nocturnes qui se ressentent sur la communauté, sur les gens qui sont directement autour d'eux, qui travaillent aussi comme ressources pour leur environnement social immédiat. Et puis qui sont plus ancrés dans la scène locale. Et ça, je le dis aussi pour ceux qui vendent de l'alcool, pour ceux qui vendent d'autres produits qui font partie de l'économie de la nuit. Je pense que les microbrasseries, les produits locaux, etc., ça va faire partie du paysage nocturne post-Covid, parce que c'est obligé en général, mais que c'est aussi une bonne chose de se dire que voilà, cette crise, elle aura du bon et qu'on peut peut-être faire émerger un nouveau modèle. Voilà, je voulais juste mentionner encore pour ceux qui lisent l'anglais et que ça intéresse, qu'il y a un réseau qui s'appelle nighttime.org, qui est géré par des personnes qui ont un bureau de consulting qui s'appelle Vibe Lab, je vais y arriver, Vibe Lab. Et donc, eux, ils mettent gratuitement, c'est pour ça que je le dis, à disposition ce Nighttime Recovery Plan qui est gorgé d'idées, en fait, et chaque mois, ils sortent un nouveau chapitre qui est basé sur plein d'interviews qu'ils ont fait avec des acteurs de la nuit, des pouvoirs publics, des promoteurs, des gens qui font partie de l'économie de la nuit à travers le monde. Donc, il y a vraiment des gens qui parlent de la nuit, de Chicago, en Corée du Sud. Donc, c'est vraiment hyper intéressant de jeter un œil là-dessus à l'occasion. Voilà, merci beaucoup. Bien, merci Marie-Avril, merci beaucoup pour cette présentation. Vous étiez pessimiste, déprimé, vous ne l'êtes plus du tout. Vous êtes complètement optimiste. Et donc, je vais me retourner tout de suite vers justement les représentants de ces lieux, de ces acteurs de la vie nocturne. Peut-être d'abord vous demander est-ce que ces propos, cette présentation vous interpellent, mais globalement, vous, quel état des lieux vous faites à la fois de manière qualitative et quantitative aujourd'hui de l'état de santé des établissements, des acteurs de la vie nocturne? Est-ce que vous avez des données à nous renseigner pour autant commencer peut-être par côté UMI, puisque c'est eux que j'ai dans l'ordre de marche de mon écran, Laurent Lutz, Thierry Fontaine, et ensuite je me retournerai vers le GNI, Jérôme Guibert, Christian Joly et puis Marcel Benazet. Laurent Lutz, Thierry Fontaine. Ok, moi je vais juste faire un petit rappel quand même. Donc aujourd'hui, de toute façon, la nuit, elle est à l'arrêt complètement, et on n'a aucune visibilité dessus sur tout ce qui est bar de nuit, bar festif, et encore moins sur les discothèques, mais ça, je laisserai Thierry en parler après moi, qui est le président du Minuit. Un petit rappel quand même qu'il y a en France 6500 établissements de nuit. Il y avait, parce qu'on ne connaît pas le résultat, on sait qu'il y a peut-être 30% qui vont disparaître si ça ne redémarre pas suffisamment vite. Là-dessus, il y avait donc sur les 6500, il y a 1500 établissements dits dansants. Dedans, on compte aussi les cafés-cultures, pour lesquels on travaille depuis quand même plus de 12 ans, où on prépare aussi donc le redémarrage aussi,
en allant chercher donc des aides avec les cafécultures, avec le GIP, que tu connais bien, Denis, et pour pouvoir relancer un petit peu la mécanique, parce que tous ces gens auront besoin de sortir. Je le rappelle, les établissements de nuit, ils contribuent quand même très fortement au dynamisme économique et à l'attractivité, quand même, culturel partout en France, et au renforcement du lien social et de la diffusion musicale. Ça, on le sait. Mais aujourd'hui, on est complètement... moi, aujourd'hui, je suis abasourdi par toutes les annonces qui ont été faites. Quand on dit que déjà les restaurants vont ouvrir vers le 20 janvier, les bars de nuit, j'en parle même pas, j'ai bien l'impression que ça va être considéré un petit peu comme les discothèques. Donc, pour l'instant, il va falloir vraiment que nous, tous, syndicats et tout le monde, DJ, tout le monde, l'événementiel, travaillons tous ensemble. Maxime, ici présent, le sait aussi. On travaille avec toute la filière aussi, avec nos brasseurs qui sont dans le même cas que nous. Voilà, on a vraiment un gros boulot parce qu'il va falloir trouver donc, des solutions pour que les gens puissent refaire la fête immédiatement, parce qu'il y en a besoin. On va revenir sur les solutions, Laurent, mais sur l'état des lieux, est-ce que vous avez un peu chiffré aujourd'hui vous imaginez quoi des dépôts de bilan vous imaginez… Thierry, vas-y. Je vois que tu veux compléter le propos. Alors oui, parce que c'est un peu moi qui ai les chiffres. Je suis le comptable de Laurent. Aujourd'hui, quand on parle des chiffres, aujourd'hui précisément, nous sommes à 257 jours de fermeture. Et on sait qu'à minima, sauf miracle, on va toucher les 1 an de fermeture. Je crois qu'il faut être en phase avec ça. Mais c'est surtout un an sans aucun revenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État a mis quelques aides pour sauver l'orchestre. Soit, on a mis nos salariés en chômage partiel, bien que la question des 5 semaines de congés payés qu'on aura accumulées au bout d'1 an de fermeture, il faudra quand même les régler, parce que non seulement on a plumé nos trésoreries, les chefs d'entreprise n'ont pas eu 1 euro pour vivre, mais en plus, ils se retrouvent avec une dette sociale que sont 1 an de congés payés. Donc ça, va falloir, quoi qu'il en soit, qu'on arrive à trouver un mécanisme et pas par le biais d'Elisabeth Borne qui va nous proposer de faire des réunions avec des syndicats, de tout ce qu'on veut. Ça ne fonctionne pas, ça. On a des salariés qui ont acquis 1 an de congés payés. Il faut que l'État arrive à les financer, ces 1 an de congés payés. Il ne faut pas qu'on rentre dans des mécaniques complexes qu'un chef d'entreprise n'arrivera jamais à activer pour ce dû. La question des loyers aussi, qui s'accumulent parce que les aides n'ont pas suffi à beaucoup pour payer leur loyer. Là, aujourd'hui, on est mis sous cloche puisque les expulsions sont gelées, mais un jour, elles vont se délivrer et certains propriétaires, dès le lendemain, vont activer les clauses résolutoires, comme ils l'ont fait à la fin de la fin de l'état d'urgence version 1. Il y en a beaucoup qui ont activé. Alors, certains savent que quand on a une discothèque depuis des années et qu'ils payent, il faut les garder, mais d'autres vont faire des effets d'embellie pour raser des bâtiments et reconstruire autre chose à la place, et ceux-là, on ne les arrêtera pas. Ceux-là, ils attendent que ça, ou de récupérer un fonds de commerce, parce qu'ils veulent aussi s'amuser à essayer d'être discotins, ou raser un bâtiment pour faire un immeuble. Aujourd'hui, précisément, on a une augmentation des dépôts de bilan, puisque la période allant du 15 mars au 31 août, on était à précisément 82 redressements judiciaires ou liquidations judiciaires. Malheureusement, vu la période, souvent un redressement, ça mène à la liquidation. Il n'y a pas de vision pour les tribunaux, donc ils claquent. Entre le 15 mars toujours et le 19 novembre, on est maintenant à 314 redressements en liquidation judiciaire. Ça fait donc une augmentation de 232 établissements sur les 2 mois et demi qui viennent de s'écouler entre le 31 août et aujourd'hui. Donc on voit que la première partie, ça a tenu un peu le coup sur les trésoreries, et que la deuxième partie, où les trésoreries étaient mortes et ça liquidé, où le chef d'entreprise lui-même baisse les bras, malheureusement. Donc je crois qu'il y a un volet où il faut que nous tous, on puisse donner une perspective d'avenir à ces établissements. Il faut qu'on leur donne de l'espoir, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup, avec les annonces encore plus de Castex ce matin, n'ont pas de perspective. On a vu le tollé sur les réseaux sociaux suite à l'annonce et la gêne qu'il a eue quand le journaliste lui a posé la question sur les discothèques.
c'est insupportable pour les professionnels qu'on représente. Ils ne peuvent pas entendre ça. On leur dit, oula, peut-être cet été, peut-être en automne. Mais comment on peut dire à quelqu'un que pendant 1 an et demi, il ne va pas travailler, il ne touchera pas de revenus, il va perdre le lien avec sa clientèle? Dans quel état on va retrouver nos entreprises quand on va remettre l'électricité, le son, la lumière? Combien ça va nous coûter en travaux, tellement ça aurait été non ventilé, humide, enfin tout ce que vous voulez. C'est tout ça, il faut le prendre en compte. Et le lien avec la clientèle, est-ce que la discothèque sera encore au goût du jour? Parce que 1 an, c'est déjà beaucoup, mais 1 an et demi, c'est colossal pour des jeunes qui ont repris des habitudes ailleurs. Et je pense qu'on minimise les fêtes privées. Aujourd'hui, on le voit dans le paysage, dès qu'une fête privée fait un tollé et dépasse les 300 personnes ou 500 personnes, on en parle à la télé. Mais tous les jours, on a des fêtes privées à 50 ou 100 personnes qui, elles, personne n'en parle parce que ça n'intéresse pas beaucoup, mais ce sont autant de vecteurs de contamination et de propagation du virus, et c'est toujours les mêmes qui payent la note, ce sont nous, professionnels, avec nos établissements, où on nous dit « Ah ben non, il ne faut pas rouvrir, parce que quand on est au plus haut, oh ben surtout pas, vous vous rendez compte, vous avez vu le niveau d'infection, on ne peut pas vous rouvrir. Et quand on est au plus bas, comme on était début juillet, on nous dit « Ah ben non, si on vous rouvre, vous allez faire redémarrer l'épidémie. » Donc ça, je pense que les professionnels ne peuvent plus l'entendre. Et il y a une chose surtout, et je vais finir là-dessus, Denis, le gouvernement a pris plein de décisions, certes, de prudence, on peut le dire. Mais elles sont basées sur quoi? Aujourd'hui, le gouvernement qui met 352 millions d'euros dans des tests PCR tous les mois pour tester la population, et on a vu la qualité de ce traçage qui a amené une deuxième vague, n'a pas pu mettre 1 million d'euros dans une étude concrète pour tracer et lister les lieux de contamination. On est obligé de se baser sur une étude américaine à Chicago de 300 personnes faite en mars-avril sans mesures sanitaires pour dire on vous pointe du doigt, c'est vous qui contaminez. C'est quand même dingue que la 6e puissance mondiale ne soit pas en capacité, avant de prendre des décisions et d'arbitrer et de prendre de lourdes décisions sur la vie de nos entreprises et la vie des professionnels qu'on représente, à minima, une étude, et on se base sur cette étude en disant, bon, ben voilà, les 10 points les plus contaminants, on part du 1er, le 2e, 3e, 4e, on va avoir une action là-dessus. Là, on est peut-être, nous, en 8e ou 9e position de CHRD dans les contaminations. Et encore, quand je vous dis ça, je ne vous parle même pas des discothèques qui n'ont jamais été ouvertes, donc on n'a aucun moyen de prouver qu'on est capable, mais en tout cas, je pense qu'il serait important que ce gouvernement fasse une étude en disant, voilà, on vous liste les points de contamination, et en effet, on va prendre les 4 premiers, les 4 plus graves, et on va prendre des mesures drastiques sur ces 4 premiers. Et on va peut-être foutre la paix au 9e, au 10e et au 11e, qui représentent finalement que 2, 3 ou 4% des contaminations en France. Voilà. Sachant qu'il y a d'autres études, en effet, qui sont contradictoires à cette étude américaine, une suisse, une allemande, etc. Je me retourne. Par exemple, je me retourne tout de suite vers. Je reviendrai dessus, mais je vais me retourner tout de suite vers les représentants du GNI. Vous avez la même analyse, vous avez des données supplémentaires autour de ce qui vient d'être posé tant par Laurent Luce que Thierry Fontaine? Non, en termes de données supplémentaires, pas vraiment, bonsoir. Je crois que quand il est dit est-ce que la vie nocturne est en très grande difficulté, la réponse est évidente. Oui, bien sûr, la vie nocturne dans son ensemble. Mais je pense que le CHRD, c'est un ensemble de structures qui vivent ce type d'événement, chacun à leur manière. La discothèque est dans une situation atypique. Thierry l'a souligné. On arrive aujourd'hui à 9 mois de fermeture. 9 mois de fermeture, ça veut dire que, avec malheureusement aucune perspective d'avenir. Et après les différentes annonces effectivement effectuées à la fois par le président de la République et ce matin, le détail qui a été exposé par le Premier ministre, il n'y a pas on n'a pas décelé une issue favorable. Donc ça, c'est un vrai sujet. Donc aujourd'hui, la question, c'est quoi? Évidemment, il faut tout faire pour ne pas mourir. Et quoi faire pour ne pas mourir? La première des choses, me semble-t-il, c'est déjà d'essayer de satisfaire
le maintien de l'outil en état de fonctionnement. C'est la première des choses. Pour ça, ça nécessite un certain nombre de moyens financiers. Alors, ça a été dit. L'une des premières préoccupations, c'est évidemment le personnel. Le personnel, aujourd'hui, j'allais dire, entre guillemets, est protégé, oui, par l'intermédiaire du chômage partiel. C'est une réponse. Mais l'application même du chômage partiel, ça a été aussi souligné, évidemment, provoque un autre problème qui est celui des congés payés qui sont indus, bien évidemment. C'est un accord qui existe en France et il n'est pas question de le dénoncer, bien évidemment. Donc ça veut dire que les différentes actions qu'on a pu conduire ensemble pour tenter de protéger la profession, ça a d'abord été de chercher des réponses à ces questions-là. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait pour maintenir l'État en état de fonctionnement, enfin l'outil en état de fonctionnement. Eh bien, la seule réponse qui a été apportée jusqu'à présent, c'est d'essayer de trouver une indemnisation de ce qu'on a pu appeler communément les frais fixes. Le problème, c'est que, d'abord, on a mis du temps. Je rappelle qu'on est fermé depuis le 13 mars et que les premières discussions ont débuté avec le gouvernement. Je parle des discothèques. Hein. Discothèques uniquement, voilà. Et les discussions ont débuté uniquement le 17 juillet. Donc ça veut dire qu'il a fallu déjà un trimestre avant que cette situation-là soit prise en compte. Premier point. Deuxième point, il a fallu faire un état des lieux du secteur particulier et puis tenter d'apporter des réponses. Elles l'ont été, mais elles ne sont évidemment pas de nature à répondre à l'ensemble de la profession. Pourquoi ? Parce qu'il y a un paradoxe. C'est-à-dire qu'on a pu, dans un premier temps, indemniser à hauteur de frais fixes à un niveau qu'on pourrait qualifier de convenable, sauf qu'on a délaissé dans ce type de système les plus grosses structures qui sont celles qui génèrent le plus d'emplois, et c'est là le paradoxe, qui collectent le plus de TVA et qui versent évidemment le plus de charges sociales. Donc, si vous voulez, les discussions qui ont été entamées doivent aujourd'hui s'enrichir. On a commencé à le faire récemment avec le cabinet Griset, bien sûr, mais on s'aperçoit que, comment vous dire, la situation du moment fait qu'on a un cliché à l'instant T sur lequel apparaît évidemment, malgré toutes ces mesures-là, une dégradation de la situation. Tout à l'heure, Thierry Fontaine soulignait le nombre de redressements ou de liquidations. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, les liquidations sont de plus en plus fréquentes. Pourquoi ? Parce que chaque fois qu'un dossier discothèque arrive dans un tribunal de commerce, quelle est la question centrale ? Y a-t-il une perspective de réouverture ? La réponse est non. Et c'est en cela qu'on demande au gouvernement, notamment, d'aller jusqu'au bout de son propos, c'est-à-dire d'indiquer très clairement qu'il va soutenir ou pas ce secteur d'activité. Et effectivement, si en annonçant qu'il soutient jusqu'à la réouverture, alors c'est peut-être donner une chance supplémentaire à ceux qui sont en grande difficulté aujourd'hui, et notamment ceux qui arrivent dans les tribunaux de commerce, d'avoir encore un dernier espoir. Voilà, ça c'est la première des choses. Ensuite, je pense qu'il convient d'ajouter un élément fondamental. La discothèque et sans doute plus globalement le CHRD, là j'en conviens très bien, mais la discothèque en particulier a un problème de relation fondamental avec les banques en général. C'est-à-dire que la relation du secteur bancaire et la discothèque n'existe pas ou pratiquement. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un veut acheter un établissement de nuit, il se heurte toujours au problème de financement. Et lorsqu'il l'obtient, il l'obtient avec des garanties personnelles. Donc ça, c'est un vrai sujet. Je vais prendre à dessein l'exemple du PGE. On a aujourd'hui à peu près 45% des discothèques qui n'ont pas profité du PGE. Pourquoi ? Quel est le risque que le secteur bancaire prend en accordant un PGE ? C'est un prêt par nature garanti par l'État. C'est un vrai sujet. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que, on a même des exemples qui sont suffisamment révélateurs, du type où le banquier commence à se rembourser sa propre dette avant d'accorder le reliquat au titre du PGE à l'exploitant qui le sollicitait. Donc voilà, je crois que ça décrit parfaitement la relation qui existe aujourd'hui entre les établissements de nuit. Alors, et c'est malheureusement pas lié à la crise actuelle. La relation était difficile avant. Vous imaginez bien que l'inquiétude ne fait que grandir quand on voit l'absence de perspective de réouverture, l'arrêt, comme ça a été souligné, probablement pendant une période d'une année, j'en conviens, peut-être même un peu plus, et je n'en sais strictement rien, pas plus que aucun d'entre nous probablement, mais enfin, en tout cas, nous souhaitons tous la réouverture au plus vite, mais on voit très bien que le secteur bancaire, s'il ne nous a pas soutenus avant cette crise, de quelle manière va-t-il se comporter à l'issue de cette crise ?
On y reviendra, ça fera peut-être partie de vos préconisations sur la deuxième partie de cette soirée. Jérôme et Marcel, est-ce que vous voulez rajouter des propos par rapport à ce qu'il vient moi, d'être? Bonsoir à tous. Moi, je ne vais pas revenir sur les chiffres que Laurent, Thierry et Christian ont donnés, parce qu'évidemment, on les partage tous. Juste trois points rapidement, notamment sur l'enjeu de départ. L'enjeu, il est, je pense, clairement de regoupiller la grenade sociétale qui est aujourd'hui de dire que redonnons la gestion du plaisir festif des gens à des professionnels et de ne pas les laisser à des amateurs qui construisent des soirées, des concerts de manière arbitraire dans des maisons à droite à gauche et qui laissent libre cours aux dealers ou aux excès quelconques. Donc ça, c'est important quand même de recentrer le débat sur l'enjeu premier, qui est de faire prendre conscience à tout le monde que la gestion du loisir festif des gens, hein, enfin, du peuple, doit être redonnée aux professionnels. Maintenant, je rejoins Thierry qui insistait là-dessus, sur le fait que c'est quand même dommage, même si le gouvernement a fait des efforts à pallier à raison de 10 000 € forfaitaires, puis 15 000 pour les discothèques sur l'été, et ce jusqu'à fin novembre. Et enfin le gouvernement comprend que finalement ces décisions sont inégalitaires, puisqu'évidemment personne n'a les mêmes charges fixes, hein, les loyers diffèrent d'un endroit à un autre, et donc on arrive à des subventions au pourcentage qui paraît un peu plus justifié. Néanmoins, tout cela est pour financer les charges fixes, donc l'outil, et au travers du chômage partiel des salariés. Mais à quel moment on s'inquiète de savoir comment vit le chef des salariés, qui est juste le dirigeant? C'est-à-dire qu'on va demander à un moment donné, quand on sera, j'espère, un jour sorti, enfin, c'est pas j'espère, c'est qu'on va sortir, hein, je suis quand même un garçon assez optimiste et positif, donc on va sortir de cette crise. À un moment donné, on va demander aux professionnels de la fête de faire tout bien, hein, d'encadrer du jour au lendemain une année, voire plus, de gens qui ont pris des habitudes de consommation un peu sauvages comme ça. On va nous demander de réencadrer tout ça parce que nous sommes des professionnels. Sauf que le dirigeant, personne ne s'en occupe. En tout cas, le gouvernement s'occupe des salariés, s'occupe de l'outil, mais nous, dirigeants, on n'a pas grand-chose pour manger, quoi. Donc, on va sortir d'une crise avec des gens dépressifs qui seront fatigués, peut-être trop fatigués pour prendre en charge cette responsabilité d'encadrer de manière professionnelle le plaisir des gens au printemps, en plus sur une période de sécrétion hormonale. Vous allez vous moquer de moi, mais le printemps est reconnu pour être un peu excitant et faire que les gens se lâchent encore plus qu'en plein hiver. Donc, on va avoir, il va falloir qu'on soit très en forme. Et aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens. Tu es saisonnier, Jérôme. Pardon ? Tu es saisonnier, tu es sous influence de la saison, en fait. Non, moi je travaille à l'année, mais ceci dit, ça me permet de voir les comportements sur les 12 mois de l'année, le comportement des gens, de les analyser, et on voit bien qu'en avril, les hormones font que les gens ont envie de s'éclater, de faire l'amour, etc. Et c'est peut-être là, j'espère, qu'on pourra redonner, que ce soit des discothèques ou des établissements nocturnes festifs, l'ensemble de la filière. C'est là où il faudra qu'on soit les meilleurs du monde. Et pour autant, nous ne pourrons peut-être pas l'être, puisque personne ne nous rémunère pour être en forme au printemps. Voilà. Donc, je trouve dommage qu'on ne s'occupe pas des chefs des salariés, à savoir le dirigeant. Je ne sais pas si on doit parler des précos maintenant. Non. On va essayer. Est-ce que Marcel, justement, je me permets de passer la parole tout de suite à Marcel, parce qu'on parle beaucoup de discothèques là, mais globalement, la nuit, c'est pas que les discothèques. Il y a les bars, les restaurants, c'est tout un écosystème par rapport à ça. Est-ce que Marcel, tu as des choses à rajouter par rapport à ça? La première phase de la réunion, je ne sais pas si on m'entend, là, on ne m'entend pas apparemment. Si, très bien. Si.
je disais de rester visible surtout, parce que que nos établissements restent visibles on va travailler sur des extérieurs. Je suis d'accord aussi avec Avril. Et puis la mairie de Paris déjà est en train de recenser des extérieurs pour faire des lieux festifs dès que le printemps va être là. Donc, ensuite, moi, ce que je recommande, je ne sais pas si c'était une recommandation bien sérieuse, la procédure de sauvegarde. Parce que la procédure de sauvegarde, ça vous pouvez prendre pendant 1 an ou 2 ans, et retour à meilleure forme. On va revenir sur les préconisations. Restons un petit peu sur l'état des lieux. Et je vais tout de suite me retourner sur des membres de la filière, en fait, notamment avant de passer, d'interroger Maxime côté brasseur, Fabrice Chiffolo, représentant les entrepositaires, les distributeurs, ceux qui vont se retrouver peut-être entre le marteau et l'enclume, face à des clients en difficulté financière. C'est quoi l'état d'esprit côté des entrepositaires? Et puis, est-ce qu'il y a un risque d'effet domino derrière, en fait? En effet, oui. Le risque, il est réel. Il est réel, pourquoi? Parce qu'en fait, toute la filière de distribution est totalement dépendante du CHRD. On constate aujourd'hui qu'on n'est pas fermé du point de vue administratif, mais nos entreprises, en fait, ont des niveaux de baisse de chiffre d'affaires de 95 à 97%. Donc, imaginez l'état aujourd'hui de nos entreprises. On est effectivement coincé entre le marteau et l'enclume. Pourquoi? Parce qu'en fait, on honore nos dettes fournisseurs et effectivement, pour soutenir la profession des CHRD, nous donnons de la latence à nos clients au niveau des encaissements. On sait pertinemment que certains de nos clients ne peuvent pas nous régler. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Nous pouvons pas en fait récupérer la trésorerie de chez nos clients. Et c'est évident compte tenu de l'état aujourd'hui de nos clients. Vous voyez qu'actuellement, nous avons encore un troisième levier négatif, ce sont nos stocks. Aujourd'hui, nous sommes arrêtés, nous avons des stocks, et ces stocks, tous les jours, on en jette à la poubelle. Et ce n'est pas des centaines d'euros, c'est bientôt des centaines de milliers d'euros qui vont passer à la trappe. Donc oui, les distributeurs sont très inquiets. En même temps, ils croient quand même à cette reprise qui arrivera demain, et ils s'y préparent. Mais malgré tout, il faut qu'on raisonne en filière solidaire. On vous soutient et c'est évident. Et on n'est pas aidé par les pouvoirs publics parce que malgré nos différents appels, les pouvoirs publics ne nous écoutent pas. C'est-à-dire que nous ne bénéficions que des aides liées en fait au chômage partiel et du PGE. Qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver à la sortie de tout ça face à un mur de dettes parce qu'en fait, on aura obtenu des PGE, il faudra les rembourser. Aucune prise en charge de nos charges fixes, alors que ça représente de 10 à 15% de notre chiffre d'affaires. Enfin, imaginez l'état où ça va nous mener, tout ça. Et est-ce que, globalement, en fait, j'imagine qu'il n'y a pas encore de dépôt de bilan en tant que tel des entrepôts, mais est-ce que vous avez fait un travail un peu prospectif de chiffrage? Vous en êtes où par rapport à ça? Ou alors, Nous concernant, effectivement, on n'a pas encore de dépôt de bilan, mais il est évident, et on le constate chez les plus récemment installés, il y a de réelles fragilités et de réelles, je veux dire, sorties de crise qui ne seront pas du tout évidentes, au même titre que nos clients auront des sorties de crise très difficiles, les distributeurs auront des sorties de crise très difficiles. Et vous imaginez, on va y revenir avant les préconisations, on va dire en termes de temporalité, sur une reprise qui est difficile à imaginer, en fait, puisque on peut imaginer les restaurants fin janvier au mieux, et après le reste, on ne sait pas, en fait. Comment vous imaginez la reprise, en fait, derrière? C'est-à-dire que
Moi, j'imagine une reprise telle qu'on l'a vécue un petit peu sur la région parisienne, par exemple, avec la mise en place du couvre-feu. C'est-à-dire que la mise en place du couvre-feu a déclenché, dès la semaine qui a suivi, en fait, des baisses d'activité chez les distributeurs grossistes de plus de 50%. Ce qui veut dire qu'à l'inverse, quand on va reprendre notre activité, on va constater en fait une activité qui va se situer entre 40 et 50%, vraisemblablement. Et peut-être dans le meilleur des cas. Très bien, merci Fabrice. Alors Maxime, face à cette situation-là, les brasseurs que représente Brasseurs de France, il faut rappeler peut-être que le CHR pèse globalement 10-11% des ventes pour les brasseurs. Alors peut-être que… Le CHR et tout ce qu'on appelle le hors domicile, pour nous, c'est 35% des volumes en moyenne. D'accord. Mais c'est une moyenne. Si j'enlève les 7 premiers brasseurs et que je vais sur les 1993 autres, je suis plutôt entre 70 et 80%. Pour vous donner un état des lieux, à la sortie du premier confinement, et on est sur les mêmes chiffres aujourd'hui, on avait 70% des brasseries qui avaient perdu plus de 50% de chiffre d'affaires sur le premier confinement et 30% plus de 80%. Donc, on est intimement liés. C'est ce qu'on appelle être un secteur dépendant. C'est peu de le dire. On en est fiers et en même temps, aujourd'hui, c'est compliqué. Donc, ça, c'est la situation aujourd'hui. Elle est d'autant plus compliquée pour les brasseurs que l'année 2020 devait être une année supplémentaire de croissance forte, puisqu'on est un secteur qui était en reconstruction totale et en forte activité. Donc, sur nos TPE-PME, on était à une croissance en 2019, en 2018 et prévisionnelle en 2020, où nos entreprises estimaient faire une croissance entre 25 et 30% de chiffre d'affaires. Ça veut dire que les échéances d'emprunt, les investissements, elles sont basées sur ces prévisionnels à 25-30% de croissance. Ça veut dire que quand on est à moins 80, déjà que c'est compliqué d'être à moins 80 tout seul. Quand en plus on avait un prévisionnel à plus 30, c'est compliqué. Et concrètement, aujourd'hui, les aides, puisque nous aussi, on est dans cette belle liste S1 bis, là. D'abord, ce deuxième confinement, les aides n'arrivent pas. Alors, pour ceux qui nous suivent, peut-être préciser le S1 bis. Secteur dépendant, donc c'est tous les secteurs qui dépendent à plus de 50% des cafés, hôtels, restaurants et de l'événementiel. Pour dire simplement, du tourisme, événementiel, café, hôtel, restaurant. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, nous, la principale difficulté qu'on a, c'est que les échéances de prêt, elles ne sont plus suspendues puisqu'elles ont été reportées de 6 mois du 15 mars au 15 octobre. Donc, nos brasseurs repayent de l'emprunt. Ils continuent de payer du loyer. Et tout ça est basé sur des chiffres d'affaires prévisionnels de 2019 qui étaient censés être très bons. Je vous rappelle qu'en 2020, on était censé avoir l'Euro, on était censé avoir des Jeux Olympiques, on était censé avoir beaucoup de choses. Donc, moi, pour vous dire le début de cette semaine, depuis lundi, j'ai 4 adhérents qui ont déposé le bilan. Parce que ce ne sont pas des entreprises qui ne sont pas rentables, hein, c'est des entreprises qui n'ont plus la capacité financière à assumer les échéances bancaires et les échéances de prêts. Et aujourd'hui, on n'a pas de report automatique. Donc, on a 3 catégories d'entreprises et peu importe la taille, on a celles qui vont passer la crise parce qu'il y a quand même quelques groupes importants, parce que voilà, il y a celles qui vont être durablement affaiblies et qui ne pourront pas réinvestir avant 4, 5 ans, le temps d'apurer de la dette et de redevenir une brasserie, une entreprise saine. Et il y a celles aujourd'hui qui se projettent pas encore en 2021 et pas en mars, pas à la reprise de la saison. Le dernier problème qu'on a, c'est qu'on est dans une phase où on devrait produire aujourd'hui. Donc, on devrait consommer de la trésorerie pour produire de la bière, pour pouvoir préparer les ventes de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Et on a des brasseurs qui ne savent pas s'ils doivent produire de la bière ou pas aujourd'hui. Donc, pour le dire simplement, hein, moi je ne suis pas le plus pessimiste, je suis pas le plus optimiste ce soir, je suis désolé, mais la question c'est est-ce qu'il y a une troisième vague? Si on produit et on doit redétruire encore des produits, les jeter, tout ça. Aujourd'hui, les brasseurs se posent la question de est-ce qu'ils doivent produire? Voilà. C'est quel niveau de production? Aujourd'hui, on produit pendant 3 mois. Donc voilà,
On a recommencé à produire en juin, juillet, août, septembre. On a fait de la bière de Noël. Aujourd'hui, on ne peut pas la vendre. Donc voilà, on va la redétruire. On en a détruit déjà en sortie de premier confinement. Bon, ça devient compliqué. Après, on n'est pas les plus à plaindre et j'ai bien conscience de combien doit être difficile la situation de tous les établissements. On a fait une première phase où on a essayé, j'espère que ça a aidé d'être le plus solidaire possible avec les établissements. On essaye de l'être au quotidien. Les brasseurs sont, j'espère, individuellement le plus engagés possible là-dessus. Voilà, là, aujourd'hui, ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué. On est tous liés, on a bien entendu, et le risque, ça serait une pénurie de bière quand même, il faut le dire. On est là, ça veut dire déjà qu'on peut en boire, c'est pas mal. Non mais elle mûrit dans nos entrepôts. Ouais. Non mais on a des stocks, hein. Franchement, c'est pas un problème. On n'en est pas à cette étape, tu vois, Denis. Non, mais franchement, aujourd'hui, je te prends la plus grande des PME qu'on a, qui s'appelle la brasserie Météor, elle produit une semaine sur deux. C'est pas une petite brasserie aujourd'hui. Et c'est une brasserie qui perd 90% de chiffre d'affaires. C'est voilà, enfin, je ne veux pas citer de voilà, mais c'est des entreprises. C'est pas des petites entreprises, c'est des entreprises qui sont dans le dur. On va basculer tout de go sur le plan culturel et artistique. Côté SACEM, Bruno, quelle est la lecture que vous avez globalement, la SACEM étant elle-même en chômage partiel, je pense, des informations que j'ai eues, et un petit peu, est-ce que vous avez un peu de données chiffrées sur le côté artistique et culturel de la nuit en l'espèce? Alors oui, Denis, avant tout, la SACEM, en quelques mots, c'est d'abord bien sûr une société civile qui fonctionne sur un modèle économique qui est celui d'une coopérative. Elle regroupe grosso modo plus de 170 000 créateurs et éditeurs, et surtout elle ne bénéficie d'aucun soutien public, en règle générale. Alors l'état des lieux aujourd'hui, il se fait de deux manières. Côté sociétaire, donc les membres de la SACEM, effectivement, alors, il y a une perte du chiffre des collectes qui est estimée pour la fin de l'année à 250 millions d'euros de droits d'auteur qui ne seront donc pas payés aux créateurs et éditeurs donc, que nous représentons. Ça fait grosso modo une baisse de 23% donc, des prévisions de collecte 2020, ce qui est énorme. De nombreux auteurs, compositeurs, interprètes vont être privés d'une partie de leur rémunération en 2020, mais également en 2021, puisque les répartitions à la SACEM sont toujours décalées d'un semestre par rapport aux collectes qui sont réalisées. Aujourd'hui, plus de 4000 créateurs et éditeurs de musique ont déjà bénéficié de mesures d'urgence prises par la SACEM depuis le mois de mars, avec un plan qui garantit la continuité des revenus de ces créateurs. Bien sûr, parallèlement, la SACEM milite auprès des pouvoirs publics pour effectivement que ces créateurs soient éligibles à de nombreux dispositifs qui existent par ailleurs et qui ne peuvent pas prétendre pour le moment. Donc voilà à peu près l'état des lieux côté sociétaire. Côté client, la SACEM, bien sûr, est solidaire de tous ces lieux où ces professionnels, en général, programment des spectacles, des concerts, des animations, et qui permettent d'ailleurs aux créateurs de vivre de leur métier. Et ça, c'est pour ça que la SACEM essaye d'être présent à leur côté. Elle a, bien sûr, depuis le 17 mars, mis en place beaucoup de mesures d'accompagnement, que sont la suspension de la facturation des droits d'auteur, la suspension des prélèvements bancaires automatiques sur les comptes des professionnels, la suspension, bien sûr, des contrats, dès lors que les fermetures sont imposées par une décision des pouvoirs publics, et bien sûr la suspension des pénalités. Et depuis le premier confinement, il y a eu même des crédits qui ont été opérés dans les comptes des professionnels. Donc voilà à peu près l'état des lieux aujourd'hui, côté sociétaire et côté effectivement client. Pour illustrer un petit peu la chute de la répartition de certains sociétaires, j'ai pris l'exemple des sociétaires de musique électronique. Pour l'instant, sur 2020, il y a une estimation qui a été faite dans tous les clubs électroniques de musique électro et festivals, bien sûr, d'une perte de rémunération pour ces sociétaires uniquement dans cette typologie de musique, on va dire, de plus de 2 400 000 euros. Donc voilà, dans une filière, on va dire, de musique électro qui était en pleine expansion, se retrouve à terre, parce qu'effectivement, la perte est colossale, abyssale, puisque tous les clubs sont à l'arrêt, comme la plupart des intervenants en ont parlé clairement. Et je ne parle même pas des festivals, bien évidemment. On voit le nécessaire
besoin de réfléchir sur l'interdépendance, en fait, à la fois en termes de filière, mais qui a aussi des effets sur les rémunérations d'artistes, sur leurs revenus, tout au moins. Bruno, une question, peut-être peut-être une estimation à la louche. Le monde de la nuit, là, si on parle BAM, discothèque, salle de concert, ça représente combien proportionnellement dans le budget de la SACEM, en fait? Alors, tu parles au niveau des collectes. Oui. Alors, on n'a pas de, enfin, j'ai pas de chiffres agglomérés sur l'ensemble de ces typologies de clients, parce que nous, chez nous, c'est assez dissocié par rapport aussi aux collectes qui sont réalisées. Mais je dirais, les droits généraux à la SACEM, c'est 330 millions d'euros. Les droits généraux, c'est toutes les musiques qui sont diffusées, si tu veux, dans tous les lieux dits de sonorisation. Donc voilà à peu près l'ordre général des collectes, donc 330 millions d'euros en 2019. Discothèque, c'est 32. SACEM. Discothèque, c'est 32 millions. On voit bien, enfin, on voit bien l'importance, en fait. Là, c'est un coût net, quasi une année, en fait, blanche de collecte pour la SACEM. On va dire qu'il y a une baisse, si tu veux, sur les droits généraux, comme il y a eu quand même pas mal de collectes en début d'année, hein, sur janvier, février jusqu'au 17 mars. Il ne faut pas oublier que certains aussi commerces sont toujours restés ouverts, hein, la grande distribution en fait partie, et d'autres encore aussi. Donc on a eu quelques collectes qui ont continué, mais grosso modo, on va être sur les droits généraux à une baisse de plus de 50%, effectivement. Et ça impacte forcément toute la filière, donc tous les créateurs qui sont programmés dans tous ces lieux-là, à travers soit des musiques sonorisées, ou soit à travers des musiques vivantes, des spectacles en particulier dans les discothèques, les clubs, les bars et restaurants. Alors, une fois qu'on a dressé cet état des lieux, on ne peut plus optimiste, la question qui se pose et qui s'impose, alors une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'il faut en fait, qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous et qu'est-ce qu'il faut de manière urgente et puis peut-être à moyen et long terme. Je ne sais pas, peut-être reprenons le cheminement inverse. Maxime, côté brasseur, vous proposez quoi? Ouvrir. Non, la fête de la bière toute l'année? Non, mais pour dire les choses sérieusement, il y a deux enjeux. D'abord, il va falloir canaliser la colère parce que je pense qu'elle est forte. En tout cas, elle est forte chez nous. Je pense qu'elle est forte chez tout le monde ce soir. Et que ça ne se traduise pas en autre chose que en quelque chose qui peut devenir violent ou autre, parce que je pense qu'on n'en est objectivement pas très loin quand on a des gens qui perdent tout ce qu'ils ont mis dans une vie, des choses, des maisons, enfin, tout ce qui… Quand on n'a plus rien à perdre, on devient dangereux et on devient violent. Et je pense qu'on n'en est pas très loin pour beaucoup de nos adhérents, malheureusement, parce qu'ils ont beaucoup perdu, ils perdent beaucoup et ils n'ont plus grand-chose à perdre. Ça, c'est le premier élément et c'est moi ma première inquiétude forte. Donc, nos missions collectives, c'est d'essayer de leur obtenir le maximum tout en essayant de canaliser ça. Et je pense que ça va être compliqué dans les jours à venir ou les semaines à venir. Surtout si cette date du 20 janvier perdure ou en plus si elle est même reportée parce que les Français feront la fête pendant la période des fêtes puisque ça s'appelle comme ça. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils ne la fassent pas. Et donc, que ce ne sera pas encadré. Deuxième élément, c'est essayer de continuer à pilonner cet argumentaire que le meilleur endroit pour faire la fête, c'est là où il y a un protocole sanitaire avec des professionnels. Donc, c'est fait pour. Hein. Ils savent le faire, ils savent l'encadrer à tout niveau. Ça a toujours été comme ça. Ça marche aussi pour la consommation d'alcool. Ça a toujours été reconnu. Donc, une réouverture la plus rapide possible. Ça, c'est la proposition, la première. La deuxième derrière. Ma conviction, c'est que le meilleur moyen de maîtriser le virus, c'est d'avoir des professionnels et des protocoles sanitaires. Ce n'est pas en organisant des fêtes chez les gens. Donc, ma conviction, c'est que du coup, le seul endroit où on pourra permettre aux gens de faire la fête, c'est de le faire dans ces endroits-là. Le deuxième élément, et je partage du coup ce que disait Marie-Avril Berthet, c'est je pense qu'il faut exprimer, en effet, peut-être, je ne sais rien, moi, est-ce qu'il faut faire… L'avantage des établissements, c'est qu'ils sont quand même visibles partout, qu'ils sont beaucoup dans des grandes villes et que beaucoup d'élus passent à proximité, donc les matins, des ministres même. Je pense qu'il y a une expression publique extérieure qui est faisable, qui est facile. Après, je ne sais pas comment elle se matérialise, voilà, mais
en attendant, en tout cas dans cette période d'attente. Et après, comment tout ça fonctionne à l'issue, bah, j'avoue que moi, je suis peut-être nostalgique, mais j'aimais bien comment ça fonctionnait avant je serais très content de pouvoir reboire un café le matin à mon bistrot en bas et de boire une bière à 17h et de pouvoir dîner dans mon restaurant. Enfin, moi, ça m'allait bien. Enfin, en fait, je trouve que c'est un mode culturel de vie qui s'appelle la convivialité et la gastronomie française. Et je trouve que ces établissements-là, ils l'expriment et que la fête telle qu'elle est faite en France, bah, elle me plaît bien. Et donc, moi, je trouve que le retour à la normale, je ne peux pas accepter qu'il n'ait pas lieu vite. Et je trouve qu'il doit revenir. Très bien. Pas très concret comme proposition, mais bon, voilà. Côté distributeur, j'imagine que vous avez des revendications toutes particulières. On a effectivement des revendications auprès des pouvoirs publics pour obtenir beaucoup plus de soutien qu'on a aujourd'hui, ce qui nous permettrait en effet de tenir dans le temps et pouvoir de notre côté soutenir la filière aussi, puisque comme je l'ai rappelé tout à l'heure, on est fortement contributeur financier dans tous les points de vente, on apporte du financier par l'intermédiaire de nos banques, qui aujourd'hui, quand même, je vais le dire, je les ressens quand même très frileuses sur le CHR. Elle l'était déjà, elle le sent encore plus. J'espère un retournement en sortie de crise. Mais actuellement, c'est quand même, on se planque. Hein. Il ne s'agit pas de débloquer des financements pour le CHR. On attend et on attend les décisions et on attend les réouvertures. Ça, c'est dramatique. Ça, il faut que les banques changent d'attitude. Alors, comment faire Comment faire? Je pense qu'il faut justement communiquer et le faire savoir pour qu'elle change. C'est-à-dire que l'État doit, quitte à ce que l'État contraigne les banques, absolument, ouais. Et notamment réglementairement parlant, produisent ce qu'on appelle du droit positif pour contraindre les banques, le cas échéant, si elles ne jouent pas le jeu. Voilà, accompagner les demandes de financement des professionnels, du CHR, des demandes de financement des distributeurs CHR, etc. La deuxième chose qui est encore financière, c'est, et j'espère et je compte dessus, c'est l'attitude positive des tribunaux de commerce. Je pense qu'effectivement, la sortie de crise sera difficile. Il faut absolument que les tribunaux de commerce soient bienveillants sur la sortie de crise. Ça, c'est essentiel parce que c'est ce qui évitera peut-être que les commerçants tombent les uns après les autres. En ce qui concerne demain, je suis assez d'accord avec Maxime aussi. Moi, je suis tout à fait partisan de ce qui existait avant. Mais je constate à la marge, et notamment sur la partie, on va dire, plus restauration, une entrée beaucoup plus importante du numérique dans les outils d'encaissement. Il y a effectivement des changements, des accélérations. Le local, c'était déjà une tendance, et c'est certain que demain, elle sera là et encore plus importante. Pour les festivals, on est les uns comme les autres, les distributeurs, parfois on vit dans le festival lorsqu'ils ont lieu. Je pense aussi qu'ils préparent aujourd'hui, pour en avoir discuté avec certains, ils préparent aujourd'hui des protocoles sanitaires pour pouvoir fonctionner en 2021, à l'été 2021. J'espère que la crise sanitaire sera passée et que ces protocoles sanitaires qui seront mis en place permettront la tenue de ces grands festivals. Je pense qu'on fait référence peut-être au même, et pour avoir discuté avec l'un d'eux, je sais qu'une de ses propositions, c'est de dire OK, et qui n'est pas un des plus petits festivals, il pardonnera si je le cite, mais Ben du Hellfest me disait, directeur donc, du Hellfest, me disait OK, moi je suis prêt à organiser avec les tests rapides. Faut-il encore que l'État finance les tests rapides, parce que je n'aurai pas les moyens d'acheter du volume à ce point-là auprès du test. Donc, dans le fait de mettre en place des protocoles renforcés, pour le coup, là, c'est jouable, et ceux qui arrivent dans l'enceinte sont testés préalablement. Alors, est-ce que c'est une solution ou pas? Ça fait partie des propositions que certains font. Côté organisation professionnelle des lieux, pour le coup, qu'est-ce que vous faites comme proposition?
proposition? Quelles sont vos attentes très concrètement? Alors, vous allez me dire, on réouvre tout de suite. OK, je pense que ça, on le désire tous et que l'ouverture puisse se faire le plus rapidement possible. Au-delà de ça. Je veux bien intervenir. Je crois que ce qui vient d'être dit est fondamental. Le climat est délétère, moi j'en conviens, tout le monde, je pense, s'accordera à constater que le climat est extrêmement grave dans le pays. Alors, ensuite, évidemment, a été abordé tout à l'heure par un intervenant, de nouveau le problème des banques. Je pense qu'on ne peut pas ne pas en tenir compte. Les banques ne viendront pas d'un élan naturel financer l'ensemble du CHRD, ça c'est une évidence. On connaît leur attitude, leur approche, on a suffisamment les uns et les autres d'expérience pour savoir que s'il n'y a pas une contrainte, et effectivement, je rebondis sur vos propos politiques, je ne crois pas que les banquiers accepteront de financer de manière plus simple l'ensemble de la composante des CHRD. Donc ça, c'est un vrai sujet, y compris pour la reprise. Ceci dit, quoi faire, quoi demander? Je reviens sur l'intervention précédente, c'est-à-dire d'abord maintenir les outils, répondre aux préoccupations d'urgence. Ça, c'est en train de se faire. N'oubliez personne sur l'ensemble de la structure, c'est aussi fondamental. C'était le cas jusqu'à présent. On avait quand même, pour reprendre une expression qui n'était pas de moi, quelques trous dans la raquette, et là, pour le coup, ils étaient d'importance, c'était les grosses structures. C'est probablement en train de se normaliser. Mais enfin, il faudra aussi, je pense, être capable de répondre aux préoccupations des dirigeants. Ça a été souligné à juste raison. On ne peut pas les laisser pendant 1 an sans rémunération, ce n'est pas sérieux. Ça n'est absolument pas sérieux. Ensuite, imaginez la réouverture. Et là, c'est un vrai sujet. Bien entendu, si vous prenez l'ensemble de la profession, tous, je dis bien tous, sans exception, nous avons envie de réouvrir au plus vite. Pour autant, je pense qu'il faut faire attention. Parce que quand on prend le temps de discuter et d'examiner les conditions dans lesquelles éventuellement nous pourrions envisager la reprise, on va tous s'accorder à dire que, bien évidemment, un protocole sanitaire s'appliquera d'une manière ou d'une autre. De quelle nature sera-t-il? Je n'en sais strictement rien. Sauf que un chef d'entreprise ne peut pas ignorer son seuil de rentabilité. C'est la base. La rentabilité de l'entreprise passe quand même par un minimum de capacité d'accueil. Or, moi, je note que tous les protocoles dont il est question en ce moment ont une jauge. Je ne sais pas sur quels critères cette jauge sera déterminée. Je considère pour ma part qu'il y a un certain nombre d'éléments à prendre en compte, notamment les extérieurs, y compris en les ajoutant aux capacités d'accueil existantes d'un point de vue administratif. Si vous voulez, c'est un sujet que j'aborde parce que je considère qu'il est fondamental. Je pense qu'on ne peut pas prendre le risque, et nous avons eu quelques exemples. Par exemple, quand le gouvernement a souhaité nous expliquer qu'il était là, certes, pour nous accompagner, mais pas non plus durablement. C'était son premier propos. Et donc, on nous incitait, je parle là plus précisément des discothèques, à tenter une expérience, et notamment la reconversion en bar. Lorsque je regarde les différents exemples que nous avons, ils sont dramatiques. Je ne pense pas aujourd'hui que ce type d'expérience sera renouvelé, pour 2 raisons. La première, c'est que le protocole sanitaire qui leur a été imposé était drastique. La jauge, bien évidemment. Le concept même de leur établissement a été modifié en profondeur. Et ils ont été complètement exclus du système d'indemnisation de prise en charge de frais fixes. Ce qui veut dire qu'on a là un enjeu d'importance. Encore une fois, je ne milite pas pour une fermeture prolongée. Il faut qu'on raccourcisse. Honnêtement, je suis désolé, il nous reste un quart d'heure. Il faut faire plus vite. Alors, oui, bien entendu, on discutera d'un protocole, mais pas dans n'importe quelle condition. Et attention à ce seuil de rentabilité. Ça, c'est le sujet qui arrive là. Merci beaucoup. Merci, désolé. Messieurs, Jérôme, Marcin, des choses à rajouter par rapport à ça? Concrètement, qu'est-ce qu'on demande?
Moi, je voulais dire une note positive quand même, c'est que cette crise nous permet de faire comprendre à tout le monde que nous sommes essentiels, que notre chaîne de valeur est essentielle à la vie des gens, et c'est quand même quelque chose d'extrêmement positif dans cette crise. Maintenant, une fois qu'on a protégé l'outil, j'espère qu'on protégera le dirigeant. Nous avons protégé les salariés. Maintenant, il faut se poser sur un plan de relance bien écrit qui passera nécessairement sur des durées longues, à savoir de 2-3 ans, avec, bon, on pourrait prendre plus de temps, mais on ne l'a pas, par des exonérations de charges, par une annulation partielle, voire totale de certains PGE, la prise en charge des congés payés, etc. Donc le plan de relance va être essentiel pour que nos entreprises, pour celles qui ont eu la chance d'être sauvées, puissent réinvestir et de nouveau s'occuper de nos clients avec des outils conformes aux normes, aux nouvelles normes, peut-être celles qui intègrent les problèmes sanitaires de la Covid ou d'autres virus qui arrivaient ultérieurement, par des machines de traitement de l'air. Enfin, on peut imaginer tout un tas de choses. Il va nous falloir des fonds. Et ces fonds-là passeront nécessairement par des plans d'exonération de charges, quelles qu'elles soient. D'ailleurs, il faudra se poser sur le sujet posément. Sur au moins jusqu'à fin 2022. Voilà. Donc ça, va falloir qu'on s'en occupe très, très rapidement. Il y a juste un aspect, Marcel complétera, il y a quand même un acteur dont on n'a pas parlé ce soir. Faut-il se poser la question si on tire une croix dessus ou pas, c'est la question des assureurs qui, l'année précédente, a dû faire, je pense, 13 milliards de bénéfices. Et en termes de solidarité, on peut se poser des questions par rapport aux assurances que vous contractualisez tout au long de l'année. Marcel, un mot, il faut quoi? Les assureurs sont d'une décence comme depuis le départ. Non seulement ils arrivent chez leurs clients en leur faisant signer, si vous voulez, un renoncement à certaines clauses de leur contrat, et sinon ils les mettent à la porte. Donc ils sont quand même, je pense que le gouvernement devrait quand même intervenir par rapport à ça, parce que là c'est vraiment de l'abus. Vraiment, ils sont dans une position dominante et abusive. Et donc là, je pense que le gouvernement devrait les contraindre à mettre sur un fonds ou ne pas se comporter comme ils se comportent aujourd'hui. Parce que là, ils ont un comportement, c'est vraiment d'une indécence. Je n'arrive pas à comprendre qu'ils puissent faire ça. AXA sont une hypocrisie, c'est pas possible de le dire. Et les autres, certaines des grosses, je dirais, Generali, les plus grosses filiales. Et ensuite, je pense que le plan de relance, il va falloir que ce soit un plan d'urgence. Parce qu'aujourd'hui, on va être dans une urgence pendant une année. Et on aura besoin d'un plan d'urgence qui sera vraiment rapide. Il ne faut pas attendre. Dès le mois de mars, on va avoir reprendre de l'air un petit peu, remettre tout ça en route. On aura trouvé un vaccin. Il faut recréer de la confiance. Les gens vont ressortir. Moi, je suis un peu comme tout le monde. Je pense qu'on va repartir. Ça va remarcher. Mais ce qu'il faut, c'est recréer de la confiance. Et on aura trouvé un vaccin. Et je pense que ça va repartir. Et les gens ont envie de faire la fête. Écoutez, aujourd'hui, les cabinets de psy sont pleins parce qu'il y a les boîtes sont fermées. Donc, quand on va réouvrir les boîtes de nuit et les bars de nuit, les psys vont avoir moins de boulot, quoi. Donc, voilà, je pense qu'il faut qu'on réouvre le plus vite possible, en toute sécurité, bien sûr. Et je pense qu'on va y arriver, quoi. Mais je reste positif. Il faut que la France reste un pays de la fête. Et je pense qu'on va y arriver, quoi. C'est peut-être une idée, ça, transformer les mix de ces établissements en thérapie collective. Qu'en pensez-vous, messieurs Laurent Lutz et Thierry Fontaine? Alors, moi, je vais essayer de faire court parce qu'on a peu de temps en 4 points. L'idée première, en effet, c'est d'ouvrir. Alors, ouvrir, pas à n'importe quel prix, c'est-à-dire pas en se transformant en bar, c'est une certitude, mais on avait travaillé sur un protocole à l'époque avec Jérôme et avec Laurent Lutz, directement avec les médecins de la santé. Un protocole qui avait été accepté par la santé et qui permettait la danse autour des tables. Les médecins de la santé eux-mêmes avaient jugé que ce protocole était acceptable et qu'il ne mettait pas en danger les gens. Donc, c'était une idée. Elle a été bloquée par Olivier Véran, qui ne l'a jamais proposée au Conseil de défense, mais je pense que c'est une idée à travailler parce qu'elle est intéressante et elle permettrait de combattre ces fêtes privées. C'est le seul moyen de les combattre, ces fêtes privées, et combattre l'abandon petit à petit des habitudes d'aller dans nos entreprises. Donc, il faut ouvrir, et c'est aussi le seul moyen qu'on a
aujourd'hui de sauver nos établissements et la filière dépendante, comme les brasseurs, comme les distributeurs, comme les alcooliers. C'est le seul moyen de sauver toutes ces filières. Il faut aussi faire comprendre au pouvoir public qu'il n'y a pas un seul moyen de traiter, d'aborder cette crise. Aujourd'hui, on regarde cette crise que par un prisme, celui qu'a décidé le ministre de la Santé. Je pense qu'on peut imaginer un jour que les professionnels restent le meilleur atout de ce déconfinement et qu'on est raisonnable et responsable. Et je ne dis pas qu'il y aura un Covid-0 chez nous, je dis juste que quand il y a 50 contaminations dans une fête de 100 personnes, chez nous, pour 100 personnes, il n'y aura peut-être que 1 ou 2 contaminés. Et donc, ces gens-là, ils seront facilement identifiables, traçables, et on pourra les isoler. Et ça, je pense que ça peut participer à une logique de combat de l'épidémie. Il ne faut pas l'oublier. Troisième point, c'est réaliser une étude. Parce que aujourd'hui, le gouvernement n'a pas fait d'état des lieux. Il a fait un confinement en premier, certes, il a redéconfiné, mais à aucun moment, on a fait une étude claire pour établir les principaux lieux de contamination. Et ça, je pense que ça manque dans les prises de décision politiques, que de savoir réellement, et pas d'une étude à Chicago où on veut, mais réellement en France, avec des protocoles sanitaires applicables, hein, bien sûr, et appliqués, qui contamine. Est-ce que c'est nos établissements, les discothèques, les cafés, les restaurants, les machins? Les discothèques, on ne peut pas savoir. On n'a jamais rouvert. Donc, on est au moins responsable d'aucune contamination. On ne peut pas nous coller un cluster, on ne peut pas nous coller la deuxième vague sur le dos. Mais je pense que le gouvernement doit payer cette étude. Ce n'est pas très cher, mais il doit le faire, c'est primordial. Et bien sûr, on a aujourd'hui sauvé l'orchestre, hein, que sont les salariés, mais on n'a pas sauvé les chefs d'orchestre. Et je pense qu'il est urgent de travailler sur un biais de rémunération. Alors, je ne dis pas par un chômage partiel, puisque le gouvernement ne voit pas créer un précédent, mais je pense qu'il est important de travailler sur quelque chose, un biais qui pourrait permettre de financer, rémunérer les dirigeants de façon à ce qu'ils puissent payer leur loyer, nourrir leur famille, parce qu'au bout d'un an sans rémunération, croyez-moi que la grogne monte, les gens sont déprimés, c'est ce qui contribue. Et un jour, si vraiment il faut attendre qu'un de nos professionnels s'immole devant l'Élysée avec un panneau « Merci Macron » autour du cou, ce serait quand même triste d'en arriver là pour arriver à faire comprendre la douleur dans laquelle nos professionnels sont et le désespoir de cette main qui est jamais vraiment tendue. Elle est tendue d'un doigt, mais on ne tend jamais vraiment la main au professionnel. Et ça, c'est triste. Voilà. Laurent, un mot pour compléter? Juste un petit mot, parce que tout a été dit. Hein. Moi, je voulais juste dire qu'il va falloir qu'aussi qu'on aille chercher des aides, que l'État aide toutes ces entreprises à redémarrer, parce que leur trésorerie va être complètement exsangue. Au moins, il va falloir partir. Donc, on va essayer de travailler avec toute la filière, avec la SACEM, avec tout le monde, de manière à relancer avec la culture, et puis essayer de relancer tout ça. Bon, notre métier, c'est quand même la vie. Hein. C'est ce que je veux dire. Tout le monde en a besoin. Et c'est marrant, parce que nous avions sorti avec toute la filière un livre blanc, il y a 2 ans, et il n'y avait pas eu cette crise du Covid. Donc, tout ce qui était prévu dans ce livre de La Nuit du futur, ce livre blanc est à foutre par terre parce qu'on n'avait jamais connu cette crise dont on se souviendra tout le temps. Et voilà. Mais je pense qu'on en sortira plus fort. Et maintenant, il va falloir qu'on aide tous nos exploitants à redémarrer dans de bonnes conditions, parce que sinon, ils ne pourront pas repartir. Voilà. Bruno, côté artiste, justement, j'ai entendu Clumy a réclamé que le peu de fonds qui vous reste soit redistribué aux établissements. C'est le système des vases communicants, en fait, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Tu as le sens de la transition, Denis, c'est parfait. Donc, la SACEM a déjà commencé d'ailleurs à lancer une campagne de soutien au commerce de proximité à destination des grands publics à travers Facebook et Instagram, qui a lieu d'ailleurs du 13 novembre au 30 novembre, hein, donc une durée de 15 jours. Il y a d'ailleurs plus de 500 000 personnes touchées déjà dès à présent, où on communique sur le soutien à tous ces commerces de proximité. Quoi qu'il en soit, elle va travailler sur 3 grands axes pour l'avenir, Denis, pour soutenir toute cette profession. Le premier axe, c'est une sorte de labellisation un petit peu, donc avec une mise en valeur des clients sur les réseaux sociaux, à travers des campagnes aussi là à travers Facebook en particulier, mais à travers des campagnes qu'on va appeler, nous, ma musique, mon café hashtag, ma musique, mon club hashtag, ma musique, mon resto hashtag, ma musique, ma discothèque. Où là, effectivement, on va mettre en valeur tous ces lieux
et demander à tous les internautes de taguer un lien qui leur manque, un lieu qui leur manque particulièrement, de mettre en ligne aussi des playlists sur YouTube de restaurateurs qui aimeraient faire un petit focus un petit peu sur leur établissement. Donc à notre humble niveau, on va essayer de les soutenir avec ces actions. Deuxième action qui devrait convenir davantage aux clubs et discothèques, on va réfléchir, c'est en cours d'ailleurs, sur une action culturelle, donc avec un dispositif de soutien pour la programmation de concerts live, de prestations de DJ sociétaires dans les lieux clubs électro et discothèques. Donc le conseil d'administration est en train de réfléchir et de déterminer une enveloppe que je ne connais pas bien évidemment à ce jour et qui va être en lien direct avec tous ces clubs lorsqu'ils pourront réouvrir, bien évidemment. Et nous allons soutenir tous ces sociétaires DJ et artistes auprès de ces lieux, soutenir non pas uniquement en termes d'aide, on va dire logistique, mais en termes de finances, d'argent, pour répondre à ta transition de tout à l'heure. Donc voilà les principales actions de demain. Merci beaucoup. Avant qu'on conclue, Marie-Avril, qu'est-ce que vous tirez des échanges qu'il y a eu? On a eu une présentation de vos perspectives. Aujourd'hui, vous en tirez quoi, en fait, en 2 minutes? Bon, moi, j'aimerais quand même rebondir sur un aspect, ça a été mentionné plusieurs fois, mais réellement, la fête, elle ne s'est pas arrêtée. C'est quand même quelque chose, je pense, sur lequel on peut travailler. Alors, j'ai entendu qu'il y avait des distributeurs, par exemple, qui étaient en grande difficulté, etc. Mais par exemple, les ventes d'alcool, au Royaume-Uni, je crois qu'elles ont augmenté de 60%, quelque chose comme ça. Enfin, c'est énorme, quoi. Les gens, ils ont... L'anglais est alcoolique. Oui, mais à domicile. Mais à domicile, absolument. Et c'est là que le bas blesse. Et puis, bon, je pense qu'il faut aussi, comme dans tous les secteurs, hein, je crois que clairement, cette crise a vraiment aggravé les inégalités qu'il y a entre les gros et les petits. Alors, ce n'est pas pour tirer à vue sur les gros du tout, mais c'est quand même pour dire qu'il y a tout un tissu économique de petits établissements, de petits producteurs, de petits distributeurs qui souffrent plus que Heineken, en fait, pour ne pas citer de marque d'alcool. Moi, ce que je vois, c'est des initiatives où il y a des clubs qui sont encore ouverts maintenant, pendant le confinement, mais parce qu'il y a un DJ qui mixe dans le club, qu'il délivre à domicile par Deliveroo des packs de boissons qu'on peut commander sur Internet. Je suis absolument hallucinée qu'il n'y ait pas encore un seul développeur d'application qui ait fabriqué un Zoom où on doit payer à l'entrée pour rentrer dans la soirée Zoom. Enfin, il y a des soirées Zoom avec 8000 personnes. Donc la fête, elle continue sur Internet et puis chez les gens, comme on l'a dit plusieurs fois. Donc je pense qu'il y a vraiment, dans l'urgence, là, maintenant, tout de suite, une vraie nécessité de développer des formats, en fait, de vente d'événements, en fait, qui pourraient réellement faire rentrer de l'argent dans les business que vous défendez. L'autre point qui m'a frappée et que j'ai noté en vous écoutant, c'est qu'il y a une énorme solidarité dans le secteur entre les acteurs. Et ça, je trouve ça génial. Et c'est vraiment une force incroyable, je pense. Maintenant, quand je disais qu'il y a un vieux modèle qui, à mon avis, est à enterrer, je pense que c'est vraiment important de repenser qu'en effet, peut-être, il peut y avoir plus d'équité en fait, dans le système. Qu'on est arrivé dans un système où il y a des gros clubs qui payent 10 000 € un DJ pendant un soir, parce que lui-même, il doit repayer ses tourneurs, etc., qu'on voit les mêmes DJ dans tous les festivals, et qu'en fait, il y a quelques gros acteurs qui tirent très bien leur épingle du jeu, mais qu'on peut imaginer un modèle, un business model de l'économie de la nuit en général, où les bénéfices, ils se redistribuent d'une manière un petit peu plus égalitaire pour refléter cette solidarité aussi. Et puis, la dernière chose que je voulais dire, de nouveau, la fête, elle ne s'est pas arrêtée, ça c'est sûr. Moi, je me suis vraiment posé la question, en fait, pendant le premier confinement, est-ce que ça y est, est-ce que c'est fini? Est-ce que, en fait, ça n'a pas accéléré une tendance qui était déjà là? Je voyais des concerts qui étaient sold out sur Internet de groupes qui sont en 3D. Donc, je me disais, voilà, est-ce que je suis la dernière génération de gens qui pensent qu'une fête, c'est une personne physique sur une scène qui fait de la musique? Et en juin, j'ai commencé à recevoir des coups de fil de la BBC parce que je vis en Angleterre. La police, la Met Office, donc qui est la police de Londres strictement, la première semaine de juin, qui était la semaine du déconfinement, ils ont arrêté 700 raves. Donc, c'est pas
Et même, je vois les médias français. Dans les médias français, on voit, oui, il y a une grosse fête à Paris, c'est 300 personnes. Ici, on a eu des rêves avec 5000 personnes. Donc, et voilà, je pense qu'il y a aussi un peu un couvercle là-dessus parce que les autorités ne veulent pas forcément que ça fasse tache d'huile. Je pense qu'il faut quand même faire attention à pas mettre le blâme sur les personnes qui se contaminent. C'est les états généraux du droit à la fête. On a le droit de faire la fête même à la maison et de manière privée. C'est d'autant plus important que vous, en tant que producteur d'événements et tenancier de business, vous n'avez pas l'obligation que personne se contamine chez vous. Vous avez l'obligation de respecter des protocoles sanitaires et de minimiser les risques, mais vous ne devez pas et vous ne pouvez pas être mis sur la sellette parce qu'il y a des gens qui se contaminent dans vos établissements. Au Royaume-Uni, les établissements où on se contamine le plus, c'est les abattoirs et les fabriques de sandwichs. Personne n'a pensé à fermer les abattoirs et les fabriques de sandwichs. Donc, ils ont des protocoles à respecter, mais voilà, c'est un dégât collatéral, ça arrive qu'on se contamine, c'est comme ça. Et puis, la dernière chose que je voulais ajouter, peut-être encore par rapport à ça, c'est que je pense qu'il faut faire petit, globalement, vraiment, en termes de risque de contamination et tout ça, faire petit, faire local, c'est une solution, et faire dehors. Pour moi, c'est vraiment les trois solutions à court terme. Et puis, demander des justificatifs. Et ça, c'est la scientifique qui dit ça, et je back up encore des choses qui ont été dites avant. Que ce soit en Suisse, que ce soit en France ou que ce soit au Royaume-Uni, moi, je pense que c'est ils pêchent par ignorance, en fait, les gouvernements, en fermant les lieux de nuit. C'est simplement, par exemple, au Royaume-Uni, maintenant, c'est prouvé et archi-prouvé. Leur track and trace system, leur système de traçage des cas, il ne fonctionne pas. Il a bugué parce qu'il était sur un tableau Excel et qu'on était arrivé au bout du nombre de rangées qu'il y avait dans le tableau Excel. Donc, c'est vous dire la qualité du système. Donc, ils n'ont aucun moyen de montrer que les contaminations, elles arrivent dans les pubs. Ils n'ont juste pas de moyen de démontrer ça. Donc, il faut vraiment demander ces justificatifs et être vocaux par rapport à ça. En disant, voilà, si les contaminations, la majorité des contaminations, elles ont lieu à domicile, c'est légitime de demander aux gens de ne pas se mélanger entre ménages, entre personnes qui ne vivent pas ensemble, mais peut-être c'est plus sûr de se rencontrer dans un lieu comme un club ou un café. Voilà. Merci Marie-Avril, merci à vous. Si j'essaye de résumer et peut-être en 2 mots de conclusion, tout d'abord, une nécessité de plus de solidarité de filière, à la fois à court, mais peut-être à plus long terme. Je sais que certains d'entre vous réfléchissent par exemple à s'adosser à des établissements bancaires ou d'assurance pour développer leur propre contrat d'assurance et voilà, imaginer et anticiper la chose demain. Donc, plus de travail au sein de la filière interne et plus de solidarité aussi de filière. Deux niveaux d'intervention, le local et le national. Le national plutôt dans une approche à la fois de protocole, mais dans sa fonction réglementaire et coercitive, dans sa fonction régalienne, en fait, et donc une capacité à peser sur les décisions en matière régalienne sur de la production de droit, pour contraindre aussi des acteurs qui n'ont pas joué le jeu de la solidarité, et puis, pour autant que faire se peut, avoir des protocoles qui soient tenables aussi, et puis réouvrir le plus rapidement possible face à ça. Une mise en cohérence, du bon sens, en fait, tout simplement. Et puis, une intervention locale, on l'a vu aussi, parce que le premier déconfinement s'est passé par les territoires et par les villes, en fait. Je veux dire, l'initiative en matière d'extension de terrasses, de fermeture de rues, etc., ce sont les villes qui les ont portées dans leur fonction de magistrat de la ville, tout simplement, en tant que maire. Donc, ces 2 niveaux d'intervention, plus de solidarité, voilà ce que je retiens, et on reprendra l'ensemble de vos propositions. En tout cas, je vous remercie, et puis je pense que, comme mot de la fin ce soir, on est tous condamnés à l'optimisme. Restons vivants. Bonne soirée à vous et bon courage. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Ouais. Très vite. À bientôt.